Bonjour messieurs, dames. Alors aujourd'hui, avant-dernière capsule sur les sens. Aujourd'hui, on va voir trois sens, mais vous allez voir ces trois sens qui sont très reliés les uns aux autres. En fait, jusqu'à récemment, on pensait que c'était un seul sens. Récemment, je dirais jusqu'au 20e siècle, en fait, là, on pensait que c'était un seul sens. Puis au courant du 20e siècle, on a comme compris que ce sens-là se séparait en trois. Donc on parle du toucher, donc c'est le sens du toucher en général, donc celui que vous connaissez plutôt bien. Mais dans le sens du toucher, on a le toucher, on a la nociception, puis on a la thermoception. En fait, le toucher, c'est quoi? Ben, c'est le sens qui va nous permettre de percevoir les changements au niveau de la pression. Donc, quand je touche à quelque chose, quand je prends un crayon dans mes doigts, qu'est-ce qui fait que je sens le crayon? C'est que je suis en train de créer une pression, puis mes doigts sentent cette pression-là. Quand il y a quelqu'un qui vient toucher mon épaule, pourquoi je sens qu'il y a quelqu'un qui touche mon épaule? C'est parce qu'on est en train de créer une pression sur l'épaule, et c'est le toucher qui va sentir ça. Donc, le toucher, c'est vraiment la sensation de la pression. Ensuite, on a la nociception. Nociception, c'est le sens qui va nous permettre de percevoir les changements qui sont douloureux. On va voir comment il fonctionne celui-là parce qu'il est un peu particulier. Et finalement, on a la thermoception. Thermo nous fait référence à la chaleur. Donc, c'est le sens qui va nous permettre de pouvoir détecter les changements de température dans notre corps. Donc, l'organe principal, en fait, je devrais dire, qui va s'occuper de ça, c'est la peau. Pourquoi je dis l'organe principal? Parce que par exemple, la nociception, on va le voir que c'est pas seulement dans la peau qu'on va pouvoir le sentir. Même chose pour le toucher, c'est pas seulement dans la peau, mais c'est principalement la peau qui va pouvoir nous aider à sentir ces trois sens-là. Donc, on va commencer avec ceux-là. Donc, premièrement, les différentes couches internes de la peau et leurs fonctions. Donc, ça, c'est vraiment, là, je suis vraiment dans les fonctions générales. Ici, on ne va pas nécessairement parler que du toucher. En fait, même, on n'en parlera pas vraiment dans cette partie-ci. Je veux juste qu'on comprenne c'est quoi les couches de notre peau, puis qu'est-ce qu'elles font, parce que la peau, en plus de servir au toucher, elle sert à plein d'autres choses. Donc, première couche de la peau, ça s'appelle l'épiderme. Épi pour extérieur. Donc, c'est la couche qui est la plus à l'extérieur de nous, celle qu'on est capable de toucher, justement, celle qu'on voit. Donc, c'est une couche qui est très, très mince, d'ailleurs. Donc, c'est la couche la plus mince. Et c'est une couche de cellules mortes. Donc, toutes les cellules de notre peau, qu'on va voir dans les autres étapes, quand elles meurent, tranquillement remontent vers la surface. Et ce qu'on touche, là, la surface de notre peau, c'est des cellules mortes. Donc, c'est des cellules qui ne sont plus vivantes. On a, en dessous de ça, on a une petite couche de cellules vivantes, par contre. Donc, on a les deux couches. Dans l'épiderme, on a la partie couche morte et la couche vivante. La couche vivante, c'est des cellules qui sont tout le temps en train de se refaire. Pourquoi? Parce que justement, la couche qui est par-dessus, c'est une couche de cellules mortes, donc il faut protéger tout ça. Donc, ils sont tout le temps en train de recréer des nouvelles cellules. Ensuite, deuxième partie deuxième couche de notre corps, de notre peau, c'est le derme. Donc, on a l'épiderme, épi extérieur. Ensuite, on a le derme. Dans le derme, on a toutes ces choses-là ici qu'on va voir dans quelques instants. Et finalement, on a l'hypoderme. Je vais faire tout de suite l'hypoderme parce qu'il est plus simple. Donc, l'hypoderme, c'est la couche la plus profonde de notre peau. Et l'hypoderme, c'est principalement une couche de cellules adipeuses. Donc, c'est des cellules de gras. C'est une réserve d'énergie. C'est aussi un isolant thermique. Donc, un isolant thermique, ça veut dire quoi? Parce que ça nous protège de la chaleur extérieure. Donc, voilà. Dans notre derme, donc dans la partie au milieu de notre peau, on a plein d'affaires là-dedans. On a les récepteurs sensoriels qu'on va voir tout de suite après. Et on a donc les vaisseaux sanguins. Donc les vaisseaux sanguins vont se situer dans le derme. C'est pour ça que quand on se coupe, si je me coupe, mettons, vous êtes probablement déjà rongé les doigts, là, mais quand on se ronge les doigts, vous n'arrivez pas nécessairement au sang. Pourquoi? Parce que quand on se ronge les doigts, on est en train surtout d'enlever la peau au niveau de l'épiderme. Donc on n'est pas encore rendu au sang. Si on se rend au sang, c'est que là, on a réussi à atteindre le derme, ou quand on se coupe, mettons qu'on est en train de couper des carottes, puis je me coupe le doigt, puis pourquoi je saigne, c'est parce que je me suis rendu minimalement au derme. Ça se peut que je me sois rendu plus profond, ça se peut que je me sois rendu dans l'hypoderme, ça se peut même que je me sois rendu jusqu'au muscle. Mais si je me suis rendu minimalement au derme, mais ça se peut que ça saigne un peu. Donc les vaisseaux sanguins sont là. Ensuite, on a les glandes sébacées. Les glandes sébacées, c'est les glandes qui créent le sébum. Le sébum, vous connaissez probablement c'est quoi étant donné que vous êtes adolescent. Le sébum, ça commence beaucoup à l'adolescence à s'accumuler dans nos pores de visage et c'est ce qui crée les boutons. Donc les boutons d'acné, c'est une accumulation entre autres de sébum. Pourquoi on en a plus à l'adolescence? Parce que les hormones à l'adolescence, on l'a vu quand on a parlé de la reproduction, les hormones à l'adolescence se quintuplent, deviennent de plus en plus présentes, puis ils sortent entre guillemets, là, mais sont plus actives et ces hormones-là vont créer plus de sébum. Le sébum, en fait, qu'est-ce qu'il crée? C'est qu'il va créer une couche imperméabilisante. C'est une couche grasse qui va venir imperméabiliser notre peau. Okay? Donc, vous savez, mettons que je mets du gras sur la table, je rajoute de l'eau, sur la table, peu importe sur la surface, si je mets de l'eau et du gras ensemble, mais l'eau, elle va comme perler puis elle va glisser très facilement parce que l'eau et le gras, ça se repousse.
Ben, c'est un peu la même chose sur notre peau. Notre peau crée du sébum pour imperméabiliser notre peau, pour être sûr qu'il n'y ait pas de l'accumulation d'eau qui pourrait se faire dans nos pores de peau. Donc, c'est super pertinent pour ça. Sauf qu'à l'adolescence, comme notre corps il en crée trop à cause de nos hormones, ben, des fois, ça crée des boutons ou ça peut créer une peau très grasse aussi. Là. Donc, voilà. C'est ce qui va créer aussi d'ailleurs les cheveux gras. Sur notre tête, on a, ben, sur notre cuir chevelu, on a aussi des glandes sébacées. Puis si on ne se lave pas les cheveux trop souvent, ben, ce gras-là qui s'accumule sur notre tête pour protéger notre tête, ben, va s'accumuler aussi dans les cheveux. Ça peut donner des cheveux gras. Ensuite, on a le poil ici. Et on a le muscle érecteur du poil. Chacun des poils va avoir un tout petit muscle qui va venir le faire ériger, donc le faire l'érection du poil. Quand vous avez la chair de poule, par exemple, donc quand vous avez froid, puis là vous avez peur ou vous écoutez de la musique que vous aimez beaucoup, puis là vos poils se relèvent, bien, c'est à cause du muscle érecteur des poils. À quoi il sert ce muscle-là, puis à quoi ça sert les poils? Ben, en fait, si mettons on revient à avant, là, avant qu'on soit des humains, quand on était des humanoïdes, là, les australopithèques par exemple, qu'on était plus proche du singe qu'on était de l'homme, qu'on avait plus de poils, ben, les poils servent à plein de choses. Ils servent à se protéger de la chaleur, du froid, mais ils vont aussi servir à montrer nos émotions. Vous avez probablement déjà vu un chat qui se met en boule, qui s'hérisse, puis tous ses poils deviennent tout hérissés, mais ça montre une émotion à son adversaire qui est devant lui. Donc les poils à la base, c'est à ça. C'est à ça que ça servait. Maintenant, les poils ne servent plus vraiment à ça. Là. On ne va pas montrer nos poings comme ça à un adversaire puis montrer que nos poils sont érigés devant lui parce qu'on est fâché contre lui. Ça ne marchera pas, c'est pas assez visible. Sauf que les poils ont quand même encore une certaine utilité au niveau de la chaleur. Quand vous avez froid, pourquoi vous avez la chair de poule et que vos poils s'hérissent? Étant donné que chacun des petits muscles se travaille, ben ça crée de la chaleur. Si vous frottez vos mains ensemble, ça crée de la chaleur. Si vous travaillez, mettons, là, quand vous levez des choses lourdes, là, vous aidez vos parents à faire le ménage dehors de votre cour, puis là, vous levez des choses, pourquoi vous avez chaud? Parce que vos muscles travaillent et libèrent de l'énergie. Mais c'est la même chose avec les poils. Chacun des petits poils qui va s'ériger à cause du froid va libérer un peu de chaleur et ça va vous éviter de tomber en hypothermie plus rapidement, en fait. Donc, dans le fond, ça va allonger le temps avant que vous tombiez en hypothermie, cette chair de poule-là, parce que chacun des tout petits muscles de chacun des poils travaille et ça libère de l'énergie. Donc, ça, c'est quand même un avantage qu'on a. On a les glandes sudoripores. Donc, les glandes sudoripores sont comme à la limite entre le derme et l'hypoderme. Les glandes sudoripores, on en a déjà parlé, vont servir à libérer la sueur pour libérer des déchets et aussi venir faire une petite couche d'eau pour nous rafraîchir. Et voilà. Oui, j'ai tout parlé de ça. Maintenant, les autres rôles de la peau. Donc, les rôles principaux qu'on a à part ceux du toucher. Donc, premier rôle, ça va être la protection du corps de différents corps étrangers. Donc, éviter qu'il y ait des bactéries, éviter qu'il y ait du sable, éviter qu'il y ait plein d'affaires qui rentrent dans notre corps. La peau, c'est notre première barrière, c'est notre muraille de Chine. Ensuite, ça va être la protection des organes, ça va un peu avec le premier rôle. Troisième rôle, donc ça va être de gérer la sueur et donc la température interne du corps. Ça, on en a déjà parlé quand on parlait du système excréteur. Et finalement, dernier rôle, à part le toucher, qui a rapport avec la peau, c'est la production de vitamine D grâce au soleil. Donc, le soleil, quand il vient frapper notre peau, à l'intérieur de notre peau, on a de la mélanine. La mélanine, c'est une protéine qui est formée dans les mélanomes. Les mélanomes, c'est des cellules, c'est une sorte de cellule de peau qu'on a à l'intérieur de notre corps. Puis les mélanomes, c'est aussi eux qui nous donnent la couleur de peau. Donc les personnes qui sont très blanches ont moins de mélanomes. Puis les personnes qui sont très foncées, mais les Afro-Américains ou les Africains, par exemple, qui sont beaucoup plus foncés, qui sont noirs en fait, qui sont brun foncés, bien, eux ont plus de mélanomes. Donc cette variété de quantité de mélanomes qu'on a à l'intérieur de nous donne la variété de couleurs de peau qu'on connaît. Quelqu'un qui est un blanc qui est bronzé va avoir plus de mélanome qu'un blanc qui n'est pas bronzé, mais va avoir beaucoup moins de mélanome qu'un noir. Si on s'en va mettons les Sud-Américains qui sont une peau d'un brun pas foncé, mais un brun quand même un peu plus pâle, ben, eux aussi vont avoir plus de mélanome que les blancs. Donc, puis ces mélanomes-là créent la mélanine, puis la mélanine, avec l'énergie du soleil, va créer de la vitamine D, qui est super importante pour nos os, entre autres. Donc, la solidité de nos os, c'est dû au calcium, mais c'est aussi dû à la vitamine D. Donc, notre peau a ce rôle-là. Le toucher. Donc là, on rentre dans la partie qui nous intéresse par rapport au sens. Donc, le toucher, c'est un sens qui est super complexe parce que, comme j'en parlais, c'est finalement une multitude de sens distincts. Donc, pendant longtemps, on a pensé que c'était toutes les mêmes terminaisons nerveuses qui servaient à déterminer toutes les sortes de touchés différents. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des terminaisons nerveuses différentes pour chacun des types de touchés. Donc, mais je vais quand même utiliser une image qui est simplifiée. Pourquoi? Parce que les images qu'on trouve qui sont plus récentes
sont très complexes, puis sont rares en fait. Donc, sont difficiles à déterminer. C'est des dessins ultra scientifiques que même moi, quand je les lis, je les comprends parce que je les ai vus à l'université, mais j'aurais de la difficulté à vous les expliquer avec ceux-là. Donc, j'ai pris des anciens dessins, mais je vais quand même vous l'expliquer de la bonne façon. Donc, on a ici les différents récepteurs. On a les récepteurs qui sont contenus dans des capsules. Donc, on a plein de petits récepteurs ici qui vont être contenus dans des capsules, donc comme des petites coquilles qui vont protéger le récepteur. Ensuite, on a des récepteurs qui sont entourés autour de chacun des poils qu'on a. Donc, chacun de nos poils à l'intérieur va avoir des récepteurs. Et finalement, on a des terminaisons qui sont libres. Donc, c'est des récepteurs qui sont au bout des dendrites, mais qui ne sont pas vraiment protégés, ils sont plus petites, puis il y en a un peu partout. Chacun de ces récepteurs-là a des rôles différents. Donc, premièrement, dans les terminaisons avec les capsules, donc ceux-là, vous voyez qu'il y en a qui sont très profonds dans la peau, puis il y en a qui sont vraiment plus proches de l'épiderme. Eux, ils vont s'occuper principalement du toucher. Donc, du moment qu'il va y avoir une pression sur la peau, ben, le récepteur va capter cette pression-là, puis va envoyer l'information. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de savoir si c'est une pression très légère, donc si je fais juste déposer mon doigt, je le sens, versus si je pèse très fort, je le sens aussi, mais différemment. Ce qui va faire qu'on va être capable de différencier ça, ben, c'est justement la profondeur de nos récepteurs. Vous voyez ici, ceux qui sont directement sous l'épiderme, ben, c'est ceux qui sont capables de déterminer des petites pressions. Si je pèse très fort sur mon bras, ben, c'est les récepteurs qui sont plus profonds à l'intérieur de mon derme. Mais eux, quand ils reçoivent l'information, ça veut dire que c'est une pression très élevée. Donc, ils n'envoient pas tout à fait la même information à l'encéphale. L'encéphale détermine, ça nous provient d'un récepteur profond, donc je sais que c'est une pression qui est forte. Donc, voilà comment va fonctionner nos récepteurs avec capsule protectrice. Ensuite, les récepteurs au niveau du poil. Bien, les récepteurs au niveau du poil, eux, ils vont fonctionner avec le mouvement du poil. Si je souffle, qu'est-ce qui fait que je sens? Bien, c'est justement que mes poils vont bouger à cause du vent. Et ça va, ce petit mouvement-là du poil va envoyer une information au cerveau, puis on va être capable de déterminer. Si je touche mes poils, donc si je fais une très légère pression, mais je m'en vais surtout sur mes poils, même chose, mes poils bougent et envoient une information. Donc, ces deux façons-là, les capsules protectrices et ceux qui sont autour des poils, vont vraiment nous aider à déterminer toutes les formes de toucher possibles. Si je mets ma main au complet, qu'est-ce qui fait que je suis capable de savoir que c'est une grande surface? Bien, c'est que partout dans ma peau ici, bien, j'ai plein de terminaisons nerveuses qui envoient plusieurs informations de toute la grandeur de ma main qui vient s'accoter, et ça envoie l'information en disant qu'on est en train de couvrir une grande surface. Maintenant, ici, on a les terminaisons libres. Les terminaisons libres, ben, c'est eux qui vont surtout s'occuper de la douleur ou de la chaleur. Puis encore là, il y en a qui sont... Tu as des terminaisons libres qui sont spécialisées dans la chaleur. Tu as des terminaisons libres qui sont spécialisées dans la douleur. Pour la chaleur, ben, ça fonctionne avec des changements de température. Donc, si je suis dans le froid, ben, il va capter ce froid-là, il va l'envoyer. Si je suis dans le chaud, il va capter ce chaud-là, puis il va l'envoyer. Les terminaisons de douleur sont un peu particuliers. Pour que les terminaisons de douleur soient activées, il faut atteindre un certain seuil de stimulus, donc une certaine force de stimulus. Par exemple, si je pèse, en ce moment ça fait pas mal. Si je pèse encore, ça fait pas mal. Sauf que si je prends mon crayon, je le ferai pas parce que je veux pas me faire mal, mais si je prends mon crayon puis je pèse, ça fait pas mal. Si je pèse un peu plus, ça fait pas mal. Ça, c'est toujours mes terminaisons avec capsules protectrices qui sont en train de déterminer. Si je pèse plus fort, j'envoie donc une information beaucoup plus forte. Et c'est ce stade-là, j'ai envoyé un stimulus qui est très fort. Quand le stimulus dépasse un certain seuil, bien là, c'est mes terminaisons libres de douleur qui vont s'activer et c'est elles qui vont envoyer l'information. Et comme c'est elles qui envoient l'information, le cerveau, à ce moment-là, va le détecter comme une douleur et non comme une pression. Oui, mes terminaisons de capsules protectrices envoient quand même une information de pression, sont activées. Là, ils reçoivent une pression, ils envoient quand même une information de pression. Mais en plus, comme j'atteins une certaine force, en plus de ça, il y a mes terminaisons libres de douleur, mes nocicepteurs, qu'on va appeler, qui vont aussi envoyer une information de douleur pour dire, ben là, ça fait mal. Maintenant, la disposition de ces récepteurs-là, elle n'est pas pareille partout dans le corps. Elle va vraiment varier de région en région dans le corps, soit en termes de quantité ou soit en termes de type. Donc, premièrement, les récepteurs ne sont pas seulement dans la peau, comme je l'ai dit au départ. C'est le principal endroit où on va en retrouver des récepteurs de toucher, mais c'est pas le seul endroit. On va en retrouver dans les muscles, on va en retrouver dans les articulations, on va en retrouver dans certains organes, comme les intestins, par exemple. Les intestins, quand vous avez mal au ventre, qu'est-ce qui se passe? C'est que
par exemple, l'intestin va être en train de s'étirer parce qu'il va y avoir des gaz qui vont se créer, peu importe la raison, là, mais il peut y avoir des gaz qui vont se créer, donc là, les intestins vont s'étirer. Cet étirement-là va être senti par les terminaisons nerveuses de toucher. Donc, ils vont sentir l'étirement. Donc ça va envoyer une information de douleur. Donc, quand on va dépasser encore une fois un certain stade, parce que je vous rappelle qu'à la nociception, il faut que ça dépasse un certain seuil avant qu'on puisse sentir cette douleur-là, mais quand ça va dépasser un certain étirement, ça va envoyer une information de douleur, puis c'est là que vous allez avoir des crampes. Dans les muscles, même chose. Donc, si on étire un muscle, ça peut faire mal. Quand on se cogne une articulation, vous êtes probablement déjà cogné le coude, puis ça fait super mal. Mais encore une fois, se cogner dans les articulations, ça va être, il va y avoir des récepteurs de douleur là-dedans. Euh, dans la peau, on va surtout, on les a vus, on va retrouver à peu près tout. Mais d'ailleurs, l'étirement aussi va être une façon de calculer cette pression-là. Donc, on peut parler de pression comme ça, mais aussi on peut parler d'étirement. Donc, si je tire sur ma peau, on va le sentir. Si je dépasse un certain stade, avant le déchirement, là, on parle, là, mais si je dépasse un certain stade, ça peut amener aussi une douleur. Par exemple, donc quelques endroits où est-ce qu'on va retrouver ce genre de différence de récepteurs-là. Donc, dans les muscles, on va retrouver plus souvent des nocicepteurs plutôt que des récepteurs de pression. Au niveau des poignets, ça c'est quand même étonnant. Puis c'est en faisant mes diapositives, en refaisant mes diapositives que je me suis rendu compte de ça. Vous avez peut-être déjà vu ça dans les films ou même vous avez peut-être déjà vu vos parents. Si vous avez un petit frère ou une petite sœur bébé, là, vous avez peut-être déjà vu vos parents prendre le lait dans le micro-ondes pour l'avoir chauffé, puis le tester sur le poignet. Donc de couler un peu de lait sur le poignet pour savoir s'il est chaud. Puis je me suis toujours demandé pourquoi on utilisait le poignet, jusqu'à temps que je comprenne, c'est parce que dans les poignets, on va retrouver beaucoup de thermorécepteurs. Pourquoi? J'en ai aucune idée. En fait, mon hypothèse par rapport à ça, c'est que dans nos mains, on a beaucoup de récepteurs de pression. C'est ce qui fait que nos mains sont si précises à savoir qu'est-ce qu'on est en train de toucher. Si je touche une surface versus une autre, même les yeux fermés, je suis capable d'à peu près déterminer ce que je suis en train de toucher parce que dans mes mains, j'ai beaucoup, beaucoup de terminaisons de pression. Donc, comme j'en ai beaucoup, on en a parlé quand on parlait du système reproducteur. Dans les mains, on a environ 3000 terminaisons nerveuses de toucher, justement. Donc, comme on a beaucoup de terminaisons nerveuses de toucher dans les mains, ça nous permet d'être très précis dans nos informations versus si j'essaie de toucher avec mon dos, mettons. Dans mon dos, j'ai pas beaucoup de terminaisons nerveuses de toucher. Donc, voilà. Donc, comme on en a beaucoup de terminaisons nerveuses de toucher dans les mains, j'ai l'impression qu'on doit avoir un peu moins de terminaisons nerveuses de chaleur, donc de thermorécepteurs. On en a, mais je pense qu'on en a un peu moins quand même dans les mains à cause du fait qu'on a beaucoup de pression, de récepteurs de pression. Donc, comme on n'en a pas beaucoup de thermorécepteurs dans les mains, j'ai l'impression que le corps a dû se trouver une façon d'avoir des thermorécepteurs proches des mains, puis la partie la plus proche de nos mains, c'est nos poignets. Puis comme c'est rare qu'on va utiliser nos poignets pour venir toucher des choses, donc on n'a pas beaucoup de récepteurs de pression dans les poignets, mais on va avoir beaucoup de thermorécepteurs, ce qui va nous permettre de, quand je vais prendre quelque chose dans mes mains, si cette chose-là, elle est très chaude, avant même d'avoir complètement touché avec mes mains, ça se peut que mes poignets l'aient senti, parce que mes poignets vont avoir plus de thermorécepteurs. Donc c'est la raison pourquoi on voit les parents tester le biberon sur les poignets, parce que les poignets vont être meilleurs pour déterminer la chaleur que nos mains. Donc dans les mains, on a beaucoup de pression, ça je viens d'en parler. Et au niveau, par exemple, de la peau du coude, donc cette peau-là ici, cette peau-là, ça ici, il n'y a pas grand-chose dans la peau du coude ici. On a très peu de terminaisons de pression. Donc, peu importe la pression que vous allez faire sur votre coude, là, donc une pression légère ou une pression très forte, ça risque d'être à peu près la même chose parce qu'on n'en a pas beaucoup. Puis même là, on a très peu de terminaisons de douleur au niveau des coudes. Donc, vous pouvez faire le test, là. Prenez vos ongles. Si vous pincez n'importe où, quel endroit sur votre corps, rapidement, ça va vous faire mal si vous pincez avec vos ongles. Mais si vous pincez votre peau du coude, ça peut peser super fort. Puis ça fait, c'est sûr qu'il y a une légère douleur, mais pas autant que si vous venez pincer votre joue ou si vous venez pincer votre main, peu importe, là. Donc, dans la peau du coude, on a très peu de terminaisons nerveuses de douleur, donc de nocicepteurs. Donc, c'était juste pour montrer que des récepteurs, on en a partout sur notre corps, mais pas nécessairement les mêmes sortes, puis pas nécessairement la même concentration. Ensuite, donc, la fatigue des terminaisons. Donc, nos terminaisons nerveuses peuvent se fatiguer. Peu importe le sens, en fait, je vous dirais, mais principalement chez deux sens. On en a parlé un peu dans l'odorat. L'odorat, quand vous sentez quelque chose, quand vous rentrez dans la maison, puis vos parents viennent de faire de la sauce à spaghetti, vous rentrez à la maison, ça sent super bon, de la sauce à spag, miam.
puis 5-10 minutes plus tard, vous ne le sentez pas. La sauce à spag, elle continue à bouillir, donc elle continue à envoyer autant d'odeur, mais après une dizaine de minutes, vous la sentez vraiment moins parce que vos terminaisons nerveuses de l'odorat vont se fatiguer. Ils vont arrêter d'envoyer l'information vraiment au cerveau. L'encéphale va arrêter de les déterminer. Pourquoi? Parce que c'est la même information pendant longtemps. Puis comme il n'y a pas de changement à cette information-là, ben, l'encéphale, il se dit, ben, je vais arrêter de la décoder parce que ça me prend beaucoup d'énergie de décoder cette information-là. Décoder une information au niveau du cerveau, je vous rappelle, le cerveau, c'est un très gros mangeur de sucre. Donc, utiliser le cerveau, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, si on utilise tout le temps le cerveau, à tout le temps déterminer toutes les informations qui nous proviennent au cerveau, ben, ça le fatigue vraiment beaucoup. Quand le cerveau il se rend compte que, ou l'encéphale en général, quand l'encéphale se rend compte que c'est la même information, puis qu'on ne fait pas grand-chose, nous, on ne prend pas de décision par rapport à cette information-là, ben l'encéphale il dit, ben là, j'ai arrêté de la déterminer, j'ai arrêté de l'évaluer, ça ne me sert à rien, parce que tu ne fais rien avec cette information-là. Ben, au niveau du toucher, c'est à peu près la même chose. Par exemple, donc, si, mettons, vous mettez un chandail sur vous, okay? Donc le matin, vous vous levez, vous mettez votre chandail, le temps que vous mettez le chandail, vous le sentez glisser sur vous, les quelques premières minutes, vous le sentez sur vous, mais après ça, le reste de la journée, vous y pensez plus. Pourquoi? Parce que si pendant toute la journée, vous aviez le chandail sur vous, vous deviez tout le temps décoder cette information-là, ça vous fatiguerait vraiment beaucoup. Donc le cerveau, à un moment donné, il arrête de l'évaluer. Sauf que s'il y a un changement, donc si je bouge mon chandail, donc il y a un changement dans l'information qui est envoyée, là, le cerveau va l'analyser. L'encéphale va faire, ah, tiens, il y a un changement, le chandail est en train de bouger. Ou, ah, il est en train de l'enlever. Donc, il va déterminer les changements, mais tant que c'est le même type d'information, donc les mouvements de base qui sont faits par mon chandail, ou quand je bouge pas du tout, même s'il continue à créer une pression, comme il n'y a pas de changement, il va arrêter de l'évaluer. Vous pouvez faire le test si vous voulez. J'ai tout dit? Ouais. Vous pouvez faire le test pendant que vous écoutez la télé. Donc, il faut quand même avoir notre attention qui est rivée ailleurs. Là. Mais pendant que vous écoutez la télé, par exemple avec vos parents, votre frère, votre soeur, demandez à votre frère ou votre soeur de venir déposer leurs doigts sur vous. Pas une grosse pression, là. Juste déposer le doigt. Comme ça. Là. Et qu'il le laisse là. Okay? Donc, au début, vous allez le sentir. Je veux pas qu'il bouge. Il faut vraiment juste qu'il dépose son doigt sur vous. Et qu'il laisse son doigt là. Mais après 3, 4, 5 minutes, vous n'allez même plus vous rendre compte que son doigt est là. À moins que vous le regardez. Si vous le regardez, ça se peut que ça envoie une autre information à votre cerveau. Votre cerveau voit qu'il se fait toucher. Donc là, ça se peut qu'il fasse comme « Hey, il y a quelque chose qui me touche. Hey, il y a quelque chose qui me touche. » Donc, il va venir le sentir au niveau du toucher comme tel. Mais si vous regardez la télé, donc vous avez votre attention qui est rivée ailleurs, pendant que vous êtes en train de vous faire toucher comme ça, après quelques minutes, rapidement, vous n'allez plus le sentir. Pourquoi? Parce que le cerveau va se rendre compte, ben, ça ne doit pas être important, il ne fait rien avec l'information que je viens de décoder, je vais arrêter de la décoder. L'effet portillon. Donc là, ça, c'est pas du tout dans les livres de sciences du secondaire. J'ai appris ça quand j'étais en physiothérapie, puis je trouvais ça super intéressant, puis même important pour vous. Vous êtes probablement déjà cogné dans votre vie ou vous faites mal en quelque part sur vous, et vos parents vous ont dit, puis maintenant vous le faites d'emblée, hey, frotte-toi. Donc je me cogne en quelque part, puis là je me frotte, ah ça fait mal, puis là je me frotte. Pourquoi le fait de frotter aide à diminuer la douleur? Ben, c'est à cause de l'effet portillon. On se rappelle que quand on a une douleur, c'est parce que c'est une information qui a atteint un certain seuil qui est envoyée au cerveau. Donc, on a frappé fort en quelque part. Donc, j'ai reçu une bine sur l'épaule, ça a fait mal parce que ça a été beaucoup d'informations. Donc, on a dépassé un certain seuil. C'est envoyé au cerveau et là, ça fait mal. Quand je m'en viens frotter mon épaule qui vient de recevoir une bine, ce qui se passe, c'est que là, je m'en viens utiliser vraiment beaucoup de terminaisons nerveuses par rapport à la pression et je les active toutes en même temps avec beaucoup de vigueur. Okay? Donc, quand je frotte vite, j'active vraiment beaucoup de terminaisons nerveuses avec beaucoup de vigueur. Ce qui fait que ici, donc là, ici, on a le site lésionnel, donc où est-ce que ça a fait mal, ça envoie une information. Ici, c'est la stimulation non nociceptive, donc le frottement. Vous voyez qu'il est comme plus épais. Pourquoi? Parce que j'envoie tellement beaucoup d'informations. Quand il arrive au niveau de la moelle épinière, donc ça ici, c'est ma moelle épinière, quand il arrive au niveau de la moelle épinière, c'est comme s'il venait claquer la porte, fermer la porte de l'information qui arrive de la douleur, et lui, il va prendre le chemin pour se rendre jusqu'au cerveau, pour envoyer l'information au cerveau de frottement et non de douleur. Donc, on vient fermer la porte, donc l'effet portillon, on vient fermer la porte de la douleur pour envoyer l'information du frottement à la place, et ça va nous aider à donc diminuer notre douleur. Ça se peut que du moment que tu arrêtes ton frottement, que la douleur revienne. Pourquoi? Parce que la porte, elle va se faire réouvrir.
Donc, c'est comme si il y a quelqu'un qui essaie de rentrer dans ma maison. S'il pousse, il va l'ouvrir ma porte, il va rentrer dans ma maison. Si moi j'arrive et je m'en viens avec ma blonde, avec mes amis, etc., je m'en viens pousser sur ma porte pour l'empêcher d'ouvrir, parfait, il ne pourra plus rentrer. Sauf que si lui il continue à pousser, du moment que nous on va s'enlever de la porte, ben, lui il va pouvoir re-rentrer parce que là la porte ne va plus avoir rien pour se faire bloquer. Donc il va pouvoir re-rentrer dans la maison et là la douleur va revenir. Donc c'est le même principe. Quand vous faites ça, vous êtes en train de bloquer la porte, mais du moment que vous arrêtez, ben, vous ne bloquez plus la porte et donc la douleur peut réenvoyer un message au cerveau et là, le cerveau va le réinterpréter comme une douleur. Donc, c'est ça l'effet portion. C'est pas qu'on est en train d'enlever la douleur. On est en train de bloquer l'information de la douleur pour pas qu'elle se rende au cerveau. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors voilà, ben c'est terminé. Donc, vous pouvez faire les exercices des pages 132, 133, 135. Ça, c'est par rapport au toucher et à tout le reste de la pression. Vous allez avoir donc fini les exercices par rapport à ça. Je vais vous mettre les exercices mardi, les corrigés mardi après-midi, donc je vous laisse quand même du temps. Vous allez avoir les corrigés de tout ce qui est les sensations. Là. Donc, tous les sens vont être là dans le corrigé. Et mercredi, la capsule va avoir lieu sur, va porter sur le dernier sens qui nous reste, qui est un sens qu'on connaît moins, qui va s'appeler la proprioception. Donc, je vais vous en parler ce mercredi. Et je vous rappelle que demain, vers 13h, oh non, il faut que je vérifie. Donc, je vais vous envoyer l'information pour le Zoom aujourd'hui dans la journée parce que j'ai peut-être des réunions demain après-midi. Alors voilà, bonne fin de journée. Et je vous rappelle que vous pouvez m'écrire vos questions par Showbie sans problème.